des milliers de meurtres restent non résolus dans l'histoire. Beaucoup resteront des affaires non résolues, les coupables emportant leurs secrets dans la tombe. Certaines personnes avouent leurs crimes en fin de vie. Même si souvent trop tard pour poursuivre, l'aveu peut apaiser la famille des victimes et prouver l'innocence d'autres suspects. Numéro 20. Le 11 janvier 1867, le frère de Christine Kett a retrouvé son corps au domicile familial à Dayton. La jeune femme de 18 ans, frappée à la tête, gisait morte devant la porte de la cave. Les soupçons ont d'abord visé son frère, dont le pistolet était près de Christine. Mais il avait un alibi solide pour le moment du meurtre. Un autre homme, connu localement comme le compagnon de Christine, a aussi été accusé. La mère de Christine Kett Senior, pensait qu'il était responsable de la mort de sa fille et a tenté de persuader les voisins qu'il était fautif. Heureusement, lui aussi avait un alibi. Le meurtre de Christine est resté non résolu pendant 17 ans, jusqu'à ce que sa mère fasse un aveu choquant sur son lit de mort. Christine Senior a dit à son fils cadet qu'elle avait tué sa fille. Lorsque Christine est rentrée à la maison plusieurs heures après l'heure qu'elle avait annoncée, sa mère a perdu son sang-froid et l'a frappée avec une hache. Christine Senior a demandé à son fils de garder le secret jusqu'à son lit de mort, puis est décédé quelques heures après. Le fils a rompu sa promesse en révélant vite l'histoire à un journaliste, mettant ainsi fin au mystère de la mort de sa sœur. Numéro 19. Le meurtre du réalisateur William Desmond Taylor est resté l'un des plus grands mystères d'Hollywood pendant plus de 70 ans. Taylor a été retrouvé mort par son domestique aux premières heures du 2 février 1922. Le réalisateur a été abattu dans le dos. 2 voisins ont vu une silhouette quitter la maison de Taylor la veille, alertés par un bruit de moteur pétaradant. Aucun des deux n'a pu donner une bonne description à la police. Le travail de la police a été compliqué par l'employeur de Taylor, le studio Paramount. Des représentants de la société sont arrivés, avant même qu'on appelle la police, et ont aussitôt nettoyé la scène du crime. Ils ont pris des échelles, de l'alcool de contrebande, et ont demandé aux domestiques de nettoyer le sang. Le cinéma subissait de nombreux scandales, et le meurtre de Taylor était un de trop pour Paramount. Plusieurs personnes avec qui Taylor avait travaillé étaient soupçonnées du crime, mais il n'y avait pas assez de preuves pour condamner qui que ce soit, et l'affaire est restée non résolue. Du moins jusqu'en 1996, lorsque l'auteur d'un livre sur Taylor a été contacté par l'ancien voisin d'une dame âgée nommée Pat Lewis. Lewis est décédée en 1964, après avoir subi une crise cardiaque. Dans ses derniers instants, elle a avoué à son voisin que son vrai nom était Margaret Gibson, une actrice du cinéma muet, et qu'elle avait tiré sur Taylor et l'avait tué en 1922. Taylor et Gibson avaient déjà collaboré avant la Première Guerre mondiale, puis ont travaillé pour le même studio. Gibson est morte sans révéler ses motivations. Mais le meurtre serait lié à un chantage ou à la drogue. Numéro 18. Roy Heath souffrait d'un cancer en phase terminale et il ne lui restait que 2 semaines à vivre lorsqu'il a avoué le meurtre de Mohammad Taqi 12 ans plus tôt. Il a avoué à la police avoir étranglé l'homme d'affaires après une violente dispute, puis enterré son corps sous la terrasse de son appartement à Fulham. Heath, déjà connu de la police, avait purgé une peine de prison et s'était lié au frère Cray, gangster londonien. Il avait aussi été accusé du meurtre d'un autre rival commercial, mais l'affaire fut abandonnée. Heath est décédé moins de 2 semaines après ses aveux, avant que les restes de Taqi soient identifiés. Numéro 17. Les gens attendent parfois la fin de leur vie pour avouer, afin d'éviter des conséquences comme la prison ou la peine de mort. Donc, quand quelqu'un vit une expérience de mort imminente mais survit, toute confession entraîne des conséquences inattendues. C'est ce qui est arrivé à James Brewer, victime d'un AVC en 2009. Brewer a abattu son voisin Jimmy Carroll en 1977, croyant que l'ouvrier d'usine essayait de séduire sa femme. Arrêté, il a pris la fuite alors qu'il était en liberté sous caution et s'est enfui en Oklahoma avec sa femme. Ils ont vécu sous de faux noms jusqu'en 2009, lorsque Brewer a subi un AVC. Pensant qu'il allait mourir, Brewer a tout avoué. Mais il s'est rétabli et a été arrêté pour le crime. Numéro 6. En 1999, la police a découvert les restes squelettiques d'une petite fille dans un bâtiment en cours de rénovation. Elle a finalement été identifiée comme étant Holly Blake, une fillette de 7 ans disparue depuis plus de 30 ans.
Holly n'a été identifié qu'après qu'un ex-voisin ait signalé à la police des pleurs constants venant de l'appartement, stoppés soudainement au moment présumé de sa mort. Le voisin, enfant lors de la mort de Holly, a pu fournir à la police les noms des parents, Joanne et Tom Blake. La police a retrouvé Joanne Blake et Scott, le petit frère de Holly. Au début, Joanne niait avoir une fille. Mais une semaine plus tard, hospitalisée pour insuffisance cardiaque, elle a avoué la vérité. Holly avait enduré des années de maltraitance, dont un coup à la tête 1 mois avant sa mort, lui fracturant la mâchoire. Sa mère l'a finalement tuée et enterrée à côté de la maison. Ce qui rend cette affaire triste, c'est qu'il y avait peu ou pas de traces de Holly. Ses frères ne savaient pas qu'ils avaient une sœur, jusqu'à ce que leur mère finisse par l'avouer, seulement quelques jours avant sa mort. De plus, Joanne n'aurait sans doute jamais avoué si le corps de Holly n'avait pas été retrouvé, emportant le souvenir de Holly dans sa tombe. Numéro 15. Après avoir découvert son identité, le journal local Los Angeles Examiner a contacté la mère d'Elizabeth, Phoebe, pour lui dire qu'Elizabeth avait gagné un concours de beauté. Ce n'est qu'après avoir amené Phoebe à fournir des informations personnelles sur la victime qu'ils ont révélé qu'Elizabeth avait été assassinée. Le journal Examiner est ainsi allé très loin pour obtenir des scoops sur l'affaire. La médiatisation par l'Examiner a attiré l'attention du public et du meurtrier d'Elizabeth. Un homme, se disant le meurtrier, a appelé le bureau du journaliste pour le féliciter et annoncer l'envoi de souvenirs par la poste. Peu de temps après, l'Examiner a reçu une enveloppe contenant plusieurs effets personnels d'Elizabeth, dont son acte de naissance, ainsi qu'un carnet d'adresses et une liste de noms. 22 suspects ont été identifiés lors de l'enquête initiale. Cela comprenait le propriétaire du carnet d'adresses, Mark Hansen, chez qui Elizabeth avait séjourné, ainsi que des médecins, car la découpe du corps montrait l'implication d'une personne ayant des connaissances médicales. Le FBI a vérifié les suspects et mené de nombreux entretiens. De nombreux suspects initiaux ont été écartés et d'autres découverts au fil des décennies. Mais la vérité sur ce meurtre restera sans doute inconnue. Numéro 14. En 1985, au plus fort de la guerre froide, plus d'une douzaine d'agents du contre-espionnage américain et britannique opérant en Union soviétique ont été découverts par le KGB et exécutés ou emprisonnés. À ce jour, la CIA n'a pas été en mesure de faire toute la lumière sur la taupe qui a révélé des informations sur au moins 2 des victimes. Après de telles pertes, la CIA a mis en place une petite unité pour trouver la source des fuites. Au début, on soupçonnait que le KGB interceptait peut-être les communications de la CIA ou avait mis l'agence sur écoute, mais en 1990, il était évident qu'il y avait une taupe. Cependant, ce n'est que 3 ans plus tard qu'ils ont réussi à trouver la taupe, ou comme il s'est avéré, l'une d'entre elles. Aldrich Ames menait un style de vie extrêmement luxueux que son salaire de la CIA ne pouvait pas expliquer. Ses collègues avaient signalé cela à leurs supérieurs en 1989, mais les inquiétudes furent ignorées jusqu'à ce que les preuves deviennent trop accablantes. En novembre 1993, il a été placé sous surveillance, 24 heures sur 24. Et au début de 1994, il a été arrêté. Ames a avoué en détail son espionnage contre les États-Unis, fournissant une chronologie des faits. Il a donné une date précise à laquelle il a livré les identités de ce qu'il a décrit comme la quasi-totalité des agents soviétiques, de la CIA et d'autres services américains et étrangers qu'il connaissait. Il y avait cependant un problème avec sa confession. 3 des agents qu'Ames était censé avoir livrés en juin 1985 étaient sous suspicion du KGB depuis mai. Il serait facile de prétendre qu'il s'agissait simplement d'Ames qui s'était trompé de date, mais compte tenu du niveau de détail qu'il avait donné à propos de ce jour-là, cela semble peu probable. Une autre taupe était responsable de l'identification de ces 3 agents. Heureusement, 2 ont réussi à s'échapper, mais l'un d'eux a été arrêté et condamné à mort. En 2001, il semblait qu'ils tenaient leur homme. Robert Hansen espionnait pour Moscou depuis 2 décennies et était responsable d'avoir révélé un tunnel d'écoute que le FBI avait creusé sous l'ambassade soviétique à Washington. Cependant, Robert Hansen n'avait pas accès aux identités des 3 espions qui avaient été trahis en 1985. Il en allait de même pour l'autre taupe majeure, identifiée par les services de renseignement américains, Edward Lee Howard, qui s'est enfui en Russie en septembre 1985. L'identité de la 4e taupe, s'il y en a vraiment une, reste inconnue.
Numéro 13. En 1982, 7 personnes sont mortes d'un empoisonnement au cyanure à Chicago, entraînant un changement national dans l'emballage des médicaments. Le responsable de l'empoisonnement reste introuvable. Les meurtres, qui ont eu lieu en septembre et octobre de cette année-là, semblaient d'abord être le fruit du hasard. Le seul point commun entre toutes les victimes, c'est qu'elles avaient pris des comprimés de Tylenol extra forts le jour où elles sont tombées malades. Après la découverte du lien, la police a rapidement testé les comprimés et constaté qu'ils étaient contaminés au cyanure de potassium à un niveau si toxique qu'une seule gélule pouvait contenir des milliers de doses mortelles. Johnson & Johnson, le fabricant du médicament, a agi rapidement pour arrêter la fabrication et la publicité du Tylenol, ainsi que pour rappeler les produits déjà distribués. La police a lancé des avertissements par le biais des médias et sur le terrain, parcourant les rues de Chicago avec des haut-parleurs pour s'assurer que tout le monde connaissait les dangers que représentait le Tylenol. Les décès ont déclenché ce que le FBI a qualifié de plus grande enquête sur la falsification de produits de l'histoire, impliquant des agents du FBI et 120 enquêteurs des services de police locaux. Pendant l'enquête, ils ont découvert que les bouteilles altérées venaient de diverses entreprises pharmaceutiques. Les décès ne sont survenus que dans la région de Chicago. Cela indiquait que les médicaments n'avaient pas été sabotés pendant la production, et il était probable que le coupable ait trafiqué les bouteilles alors qu'elles se trouvaient sur les étagères des pharmacies. Malgré les importants moyens humains mobilisés pour l'enquête, seuls quelques suspects ont été identifiés, et aucun n'a pu être relié au meurtre. Un homme nommé James William Lewis est devenu le principal suspect après avoir envoyé une lettre de chantage à Johnson & Johnson. Il a exigé $1 million pour arrêter les meurtres. Mais la police a rapidement pu l'identifier grâce aux empreintes digitales laissées sur l'enveloppe. Cependant, Lewis et sa femme étaient à New York lors de la falsification, rendant impossible de le relier au meurtre. Il a tout de même écopé de 20 ans de prison pour extorsion. Numéro 12. Aucune liste sur les affaires non résolues de la CIA et du FBI n'est complète sans mentionner Kryptos. La sculpture, créée par Jim Sanborn, se trouve sur le terrain de la CIA à Langley, en Virginie. Elle contient 4 messages cryptés qui fascinent les cryptanalystes depuis son installation en 1991. 3 des 4 messages ont été déchiffrés. La première personne à annoncer avoir résolu ces 3 parties était un informaticien californien nommé Jim Gilligly en 1999, bien qu'il ait été devancé par l'analyste de la CIA David Stein et un groupe de déchiffreurs de la NSA. Cependant, le dernier des 4 codes reste non résolu. La dernière énigme, composée de 97 caractères, semble utiliser un chiffrement multicouche pour cacher son vrai message. En 2010, Sanborn avait révélé 3 indices pour aider les déchiffreurs à commencer, le plus récent ayant été donné en janvier 2020. 20 ans après la première présentation de la sculpture, il a révélé que les lettres 64 à 69, une fois déchiffrées, forment le mot « Berlin ». En novembre 2014, pour marquer le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, Sanborn a révélé un autre indice. Les lettres 70 à 74, une fois déchiffrées, forment le mot « clock », horloge. D'autres indices ont aussi été révélés. D'abord, les déchiffreurs ont été invités à examiner cette horloge, même si l'on débat encore de l'horloge de Berlin mentionnée par Sanborn. Cela a également révélé qu'il est possible qu'un caractère s'encode lui-même, car la lettre K reste la même à la fois dans le texte chiffré et dans le texte déchiffré. Sanborn a aussi indiqué que la chute du mur de Berlin a influencé le développement du chiffrement. Enfin, en janvier, Sanborn a déclaré au New York Times que les lettres 26 à 34 se lisaient « Northeast ». Aujourd'hui âgé de 74 ans, Sanborn a déclaré que c'est le dernier indice qu'il est prêt à révéler, bien qu'il ait envisagé de mettre la solution aux enchères s'il décède avant qu'elle ne soit résolue. Numéro 11. Longtemps, le mystère de la mort de Ricky McCormick, 41 ans, n'a guère attiré l'attention du grand public. Son corps a été retrouvé en décomposition avancée, 3 jours après avoir été vu pour la dernière fois, sur une terre désolée entre les rivières Mississippi et Missouri, en 1999. La décomposition était si avancée que la chair de ses doigts avait complètement pourri, et l'autopsie n'a pas permis de déterminer la cause de sa mort. La police a suspecté un crime et interrogé les proches de McCormick. McCormick était une personne étrange et semblait souffrir d'une forme de maladie mentale, peut-être de schizophrénie ou de troubles bipolaires.
Il était également illettré et apparemment avait un faible QI, ce qui l'a amené à quitter l'école avant d'obtenir son diplôme. Il enchaînait les petits boulots, travaillant la nuit partout où possible. Il acceptait aussi des propositions pour récupérer et livrer des colis contre de l'argent. On soupçonne qu'un de ses emplois soit lié à sa mort. Plusieurs suspects ont été identifiés, mais jamais assez de preuves pour les relier au meurtre de McCormick. L'affaire a rapidement été au point mort et oubliée par la plupart des gens. Mais une preuve révélée par le FBI en 2011 a remis l'affaire sous les projecteurs. Et désormais, pratiquement tous les déchiffreurs de code en ont entendu parler, même si tout le monde ne connaît pas vraiment McCormick lui-même. La police a suspecté un crime, interrogé proches et amis de McCormick, mais les pistes se sont vite taries et l'affaire s'est retrouvée au point mort. La preuve était une note de 2 pages retrouvée dans la poche de son jean. Bien que la famille de McCormick ait dit aux enquêteurs qu'il était illettré et avait généralement un faible QI, il semblait que la note avait été écrite par McCormick lui-même, et il était évident qu'il s'agissait d'un genre de code. Les déchiffreurs du FBI ont passé plus de 10 ans à tenter de percer le code sans réussir à comprendre le système utilisé par McCormick. En 2011, ils ont rendu la note publique, dans l'espoir que quelqu'un remarque quelque chose qu'il n'avait pas vu. La note semble être un mémo destiné à lui-même plutôt qu'un message adressé à une autre personne. La façon dont certains éléments ont été entourés suggère qu'il pourrait s'agir d'une sorte de liste de choses à faire, avec ces éléments déjà accomplis. Depuis la publication de la note, des milliers ont partagé leurs réflexions pour trouver une réponse. Mais ce qu'elle dit et ce qui est arrivé à McCormick reste un mystère. Numéro 10. En février 1879, un homme du nom de Fane, accompagné d'un ami, est entré dans l'hôtel Véranda au Kentucky. Il neigeait dehors et les 2 hommes, soulagés, se reposèrent dans le hall bien chaud de l'hôtel. Fane avait peu dormi, car il s'occupait de ses enfants malades à la maison. Les 2 hommes se sont vite détendus dans le hall et se sont endormis, aidés par la lumière tamisée de l'hôtel. L'ami de Fane fut le premier à se réveiller, et il décida de réserver une chambre avec 2 lits où il pourrait dormir pour la nuit. Il essaya de réveiller Fane, mais malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à le sortir de son sommeil. Il alla à la réception, réserva une chambre et demanda au réceptionniste de réveiller Fane pour qu'ils montent ensemble. Lui aussi essaya de réveiller Fane, mais sans succès, faisant remarquer à l'ami de Fane qu'il pensait que l'homme était peut-être mort. L'ami lui dit d'arrêter ses bêtises et de continuer, ce qui le poussa à réessayer. Le réceptionniste secoua alors Fane de toutes ses forces, le réveillant finalement. Fane lui demanda ce qu'il voulait. L'homme répondit qu'il devait aller se coucher, mais Fane refusa et lui dit de le laisser tranquille et de s'en aller. Le réceptionniste répondit qu'il était tard et qu'il devait fermer, attrapant Fane par son manteau pour le soulever de son siège. Fane prit un pistolet à sa ceinture, poussant un témoin de l'hôtel à lui crier de ne pas tirer. Fane sembla ne pas l'entendre et tira sur le réceptionniste. Saisissant la situation, le réceptionniste se mit à lutter avec Fane pour l'empêcher de tirer à nouveau, mais échoua, et Fane lui tira encore 2 fois dessus. Fane cria « Ah oui !» et sortit en courant de l'hôtel dans la rue, tout en tenant toujours l'arme à feu. Dehors, il a remis l'arme à un inconnu, lui demandant de le défendre car il venait de tirer sur quelqu'un, sans savoir qui il avait visé. La réceptionniste est décédée après les tirs et Fane a été placé en garde à vue. Condamné à 2 ans de prison pour homicide involontaire, il a vu sa peine annulée en appel après avoir prouvé qu'il devenait souvent violent lorsqu'on le réveillait, ignorant où il était et ce qu'il faisait dans cet état. Numéro 9. En 1884, à l'âge de 35 ans, Robert Ledru était l'un des meilleurs détectives de Paris. Il était devenu célèbre pour sa capacité à arrêter des meurtriers, des anarchistes et à démanteler des sectes de magie noire. Il dirigeait aussi une équipe ayant arrêté des rebelles politiques voulant renverser le gouvernement français. 3 ans plus tard, il avait du mal à résoudre des affaires, et il fut donc chargé d'élucider un crime où un groupe de marins avait disparu. Il s'est rendu en Normandie en bateau et a décidé qu'il irait se coucher tôt. Le lendemain matin, il a constaté ses chaussettes et chaussures mouillées, ce qu'il a trouvé étrange. Puis, il s'est habillé et est parti au commissariat. Au commissariat, on lui a dit que sa mission avait changé, car il y avait eu un meurtre pendant la nuit où un commerçant bien connu, André Monet,
avait été retrouvé tué d'une seule balle dans la poitrine. Il s'est rendu sur la rive où l'homme avait été retrouvé et a tout de suite vu des empreintes de pas s'éloignant de la scène. Les témoins ont dit qu'il semblait soudain troublé et que les empreintes lui étaient familières, comme s'il les avait déjà vues. Des moulages en plâtre des empreintes ont été réalisés et Ledru est resté des heures sur la plage à les observer. Ses collègues policiers l'ont décrit comme une statue, insensible au soleil brûlant et à la marée montante. Il s'est levé, a dit au chef de la police qu'il avait résolu le crime et qu'il pouvait arrêter l'enquête, puis il est resté dans sa chambre jusqu'au lendemain. En présentant la balle qui avait tué Monet et en la comparant à ses munitions, il a été révélé qu'il avait mis fin à la vie de Monet, même s'il ne s'en souvenait pas. Les moulages en plâtre convenaient à ses pieds, car il lui manquait un gros orteil. Ledru a soutenu qu'il avait commis le crime en somnambule, et pendant son incarcération, la police a mené une expérience. Ledru a reçu un pistolet chargé de cartouches à blanc à garder sous son oreiller. En dormant, il s'est levé, a pris le pistolet et tiré sur un gardien, prouvant son somnambulisme. Ledru ne fut pas incarcéré, mais vécut isolé et surveillé dans une ferme hors de Paris jusqu'à sa mort. Numéro 8. En Floride, Erin Rice, âgée de 22 ans, avait été arrêtée pour vol à l'étalage. Pendant qu'elle était détenue, elle a réussi à échapper à un agent et à s'enfuir, malgré la poursuite des unités canines et d'un hélicoptère. Pendant ce temps, Carol Rouch, une femme âgée de 73 ans, dormait dans la maison qu'elle partageait avec son mari James, non loin de l'endroit où Erin Rice avait échappé à la police. James était parti tôt ce matin-là et jouait au golf. Carol, en se réveillant et allant à la cuisine, a été choquée de voir Erin Rice chez elle en pyjama de James. Elle a cru que son mari l'a trompée avec une plus jeune, mais Erin Rice a expliqué souffrir de somnambulisme sévère et ignorait comment elle était arrivée là. Carol a eu de la compassion pour elle et lui a donné un bol de céréales à manger, rapportant plus tard qu'Erin Rice s'endormait à plusieurs reprises à table. À son retour, Carol a confronté James avec Erin Rice et il a juré ne jamais l'avoir vue. Ignorant qu'Erin Rice était une fugitive, le couple l'a emmenée chez elle, à moins d'1 mile. Ils ont découvert qu'Erin Rice avait fait sa lessive pendant que Carol dormait, en trouvant ses sous-vêtements dans leur machine à laver. Elle avait aussi dormi dans leur chambre d'amis, alors ils ont appelé la police, qui l'a arrêtée chez Erin Rice, alors qu'elle tentait de fuir en se cachant sur le plancher de la voiture d'un ami, John Wiley. Elle a été arrêtée pour plusieurs chefs d'accusation, dont avoir donné un faux nom, cambriolage et petit vol. Numéro 7. Ivy Cogden vivait à Melbourne en 1950 et était une femme nerveuse qui souffrait souvent de terreurs nocturnes. Son mal, à une occasion, lui fit croire que sa maison avait soudainement été infestée d'araignées et qu'elles attaquaient sa fille, Pat. Elle a couru dans la chambre de Pat pour chasser les araignées, puis a réalisé en se réveillant qu'elles n'étaient pas réelles. Elle comprit plus tard que ce rêve venait du fait qu'elle avait entendu parler de quelqu'un qui gardait chez lui des araignées comme animaux de compagnie, ce qui l'effrayait. Puis, le 11 août de la même année, son état allait s'aggraver et atteindre un nouveau niveau. Le mari d'Ivy, devant être absent pour la nuit, lui proposa d'aller au cinéma. Elle accepta, mais après avoir consulté le journal, aucun film ne lui plut et elle préféra rester chez elle pour se coucher tôt. Pendant la nuit, elle entendit sa fille crier et se précipita dans sa chambre pour comprendre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle vit que Pat était attaqué par un groupe de soldats coréens. Et elle chercha précipitamment une arme pour les repousser, finissant par trouver une hache dans la maison. Paniquée, elle a couru dans la chambre de sa fille et brandit la hache contre les soldats, pensant la protéger. Au lieu de cela, elle avait, sans le savoir, abattu la hache sur sa fille et l'avait tuée, ne réalisant ce qu'elle avait fait que le lendemain matin, lorsque Pat fut retrouvée avec la hache toujours posée à côté d'elle. Ivy, bouleversée, a reconnu avoir dû commettre le crime durant un cauchemar, qu'elle a décrit à la police. Plusieurs médecins qui soignaient Ivy à l'époque ont témoigné qu'elle était effectivement somnambule, qu'elle était sortie de la maison en dormant à plusieurs reprises et qu'elle n'aurait pas su ce qu'elle faisait en brandissant la hache. Elle a été acquittée d'homicide involontaire, le début de la guerre de Corée ayant affecté son état psychologique, causant des cauchemars de somnambulisme mortel pour sa fille. Numéro 6. Willis Boschier, âgé de 29 ans,
était sergent-chef américain originaire du Michigan. Lors du réveillon du Nouvel An 1960, alors qu'il était en poste au Royaume-Uni, il a passé la journée à fêter l'événement en buvant de la bière et de la vodka. Il n'avait pas beaucoup mangé pendant la journée et venait de subir des soins dentaires. Au cours de la journée, il a retrouvé un couple, une amie, Jean Constable, et son petit ami David Salt, dans un bar de l'hôtel Bella. Tous les trois ont passé un moment au bar, à boire et à discuter, puis ont finalement décidé de se rendre à l'appartement de Boschier. Constable et Salt ont utilisé la chambre de Boschier, et il a décidé d'emmener son matelas près de la cheminée, où il a continué à boire seul. Constable et Salt l'ont rejoint près du feu, et tous trois se sont endormis après avoir bu. Salt s'est réveillé dans la nuit et a choisi de rentrer chez lui. Boschier lui a souhaité bon voyage et s'est rendormi. Vers 1h du matin, Boschier s'est réveillé en sentant quelqu'un lui griffer le visage et la bouche. Lorsqu'il a repris ses esprits, il s'est retrouvé assis sur Constable, réalisant qu'elle ne respirait plus et qu'il avait ses mains autour de sa gorge. Pris de panique, il lui a coupé et brûlé les cheveux, pensant qu'on ne pourrait pas l'identifier sans ses cheveux. Il a lavé le corps, l'a habillé, puis laissé dans la chambre d'amis. En se réveillant plus tard ce matin-là, il pensa avoir cauchemardé. Mais en ouvrant la porte de la chambre d'amis, il comprit que tout était réel. Il a tenté de détruire toutes les preuves possibles, brûlant son manteau et retirant ses bijoux, qu'il a ensuite jetés. Le lendemain, il a enveloppé le corps de Constable dans une couverture et l'a abandonné dans un fossé, à la campagne. Un chauffeur de camion découvre le corps le 3 janvier. La police a appris que Boschier avait passé la journée avec le couple et l'a vite arrêté. Il a avoué ce qu'il avait fait, mais a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir des événements. Il a été déclaré non coupable par un jury après moins de 3 heures de délibération. Numéro 5. L'époque victorienne était une période où certaines traditions vraiment étranges étaient la norme. Par exemple, il était courant que les gens photographient leurs proches décédés, portent des oiseaux empaillés sur leur chapeau et distribuent des cartes de Noël morbides. Mais une tradition de cette époque, qui n'est plus pratiquée aujourd'hui, s'est révélée vraiment polarisante. Certaines personnes la trouvent touchante, tandis que d'autres la trouvent carrément effrayante. La tradition de fabriquer des bijoux à partir de cheveux humains, connue sous le nom de ouvrage en cheveux, est passée de mode vers 1925. Mais avant cela, c'était une tradition courante qui a été pratiquée pendant des centaines d'années. Les hommes d'affaires portaient des breloques de montres faites avec les cheveux de leurs femmes. Des bagues et broches étaient ornées de cheveux d'un être cher ou des enfants d'un couple. Certains collectionnaient même les cheveux de leurs proches dans un carnet ou un album d'autographes pour les utiliser plus tard. Dans certains cas, les cheveux de membres de la famille ou d'amis décédés étaient incorporés dans des bracelets ou des boucles d'oreilles afin qu'ils puissent être gardés près de ceux qui étaient en deuil. Il était également courant que des cheveux soient ajoutés à des œuvres d'art commandées ou aux cadres dans lesquels elles étaient conservées. Il était même possible d'acheter des guides qui apprenaient aux gens ordinaires comment fabriquer leurs propres bijoux à partir de cheveux. L'un des plus connus s'appelant « auto-instructeur dans l'art du travail des cheveux ». C'est une tradition qui n'est plus pratiquée, bien qu'il existe encore quelques petites organisations qui se consacrent à la préservation de l'art des ouvrages en cheveux. Leila's Hair Museum, dans le Missouri, possède encore certaines de ces pièces exposées, dont 159 couronnes et plus de 2000 bijoux, notamment des bagues, des colliers, des broches et des bracelets, pour n'en nommer que quelques-uns. Numéro 4. Une étrange tradition, pratiquée par les femmes chinoises du milieu du Xe siècle jusqu'en 1999, était celle du bandage des pieds. C'était quelque chose d'inconnu dans le monde occidental à l'époque et considéré comme barbare par les missionnaires chrétiens. Le bandage des pieds était considéré comme un symbole de statut social parmi les riches en Chine, et il représentait le summum du raffinement et de la beauté féminine. Un peu comme les corsets portés par les femmes victoriennes occidentales pour donner l'illusion d'une taille fine. Cela consistait à bander les pieds pour qu'ils semblent bien plus petits qu'en réalité. C'était une coutume douloureuse qui, dans de nombreux cas, nécessitait de briser certains orteils afin d'obtenir la forme souhaitée, également appelée pied de lotus. Ce nom est apparu grâce à une danseuse de cour du Xe siècle nommée Yao Ye.
Yao lia ses pieds en forme de croissant, ce qui attira l'attention de l'empereur Li Yu alors qu'elle dansait sur la pointe des pieds à l'intérieur d'une grande fleur de lotus dorée, décorée de rubans et de pierres précieuses. On dit que la tradition a pris son essor à partir de là, de nombreuses femmes chinoises aisées choisissant de l'adopter elles-mêmes. Parmi les premières preuves retrouvées du bandage des pieds, figure celle de Dame Wang Sheng, qui était l'épouse d'un membre de la famille impériale. Dame Wang est décédée en 1243, et lorsque sa tombe a été ouverte, on a découvert qu'elle avait pratiqué le bandage des pieds. Ses pieds, enveloppés de gaz, portaient encore ses chaussures de lotus spécialement façonnées, qui étaient bien plus petites que les chaussures traditionnelles. Cela devint si répandu que les familles ayant des filles à marier considéraient la taille des pieds comme une forme de monnaie d'échange et un moyen de gravir les échelons de la société. Les pieds bandés les plus recherchés étaient appelés lotus d'or et ne devaient pas dépasser 3 pouces. Les pieds qui mesuraient 4 pouces étaient appelés lotus d'argent, et tout ce qui était plus grand que cela était appelé lotus de fer. Les femmes aux pieds de lotus de fer avaient peu de chances d'épouser un homme riche, contrairement à celles aux pieds plus petits. Mais au XVIIIe siècle, certains écrivains chinois ont commencé à s'opposer à cette tradition, et les missionnaires chrétiens ont commencé à sensibiliser les gens au fait qu'elle n'était pratiquée nulle part ailleurs dans le monde. En 1874, la première société anti-bandage des pieds a été créée, et ses membres ont refusé de bander les pieds de leurs filles et n'ont pas permis à leurs fils d'épouser une femme qui pratiquait cette tradition. À partir de 1883, les intellectuels chinois ont commencé à considérer le bandage des pieds comme une tradition à abolir, et de plus en plus de sociétés anti-bandage des pieds ont vu le jour, avec un nombre de membres atteignant jusqu'à 300 000 personnes. Au XXIe siècle, seules quelques femmes chinoises âgées avaient encore les pieds bandés, et la dernière usine produisant des chaussures de lotus a fermé ses portes. Numéro 3. L'étrange rituel du noircissement des dents était courant en Asie du Sud-Est et dans les cultures océaniques dès l'an 250, notamment en Inde, en Chine, au Vietnam, aux Philippines, dans les îles du Pacifique et dans d'autres régions de la zone. Ce rituel était aussi pratiqué en Amérique, notamment par les populations du Pérou et de l'Équateur. Bien que son objectif diffère selon les cultures, il était généralement pratiqué à la puberté afin de préserver les dents jusqu'à un âge avancé, car cela empêchait la carie dentaire. Dans d'autres parties du monde, cela était considéré comme un signe de maturité et de beauté, ou comme un moyen de différencier les humains des animaux. L'effet résultait de l'usage d'acide ferrique produit en dissolvant des limailles de fer dans du vinaigre. La solution brun foncé était ensuite mélangée à des tanins végétaux provenant de poudre de thé. Le mélange devenait alors imperméable et était appliqué sur les dents une fois par jour. Au Japon, cette pratique était courante jusqu'à la fin du XIXe siècle. Tout objet d'un noir profond était considéré comme beau, et donc le noircissement des dents était perçu comme une pratique esthétique. Au XIXe siècle, le nationaliste philippin José Rizal a commenté que cette coutume était pratiquée par les femmes japonaises comme signe de leur chasteté, mais qu'elle tombait en désuétude. Au Vietnam, le noircissement des dents était bien plus répandu. Certains se les teignaient en rouge, les femmes utilisaient une solution noire. Pendant la dynastie Ming, les Vietnamiens ont été forcés de laisser pousser leurs cheveux et d'arrêter de se noircir les dents, car cela était considéré comme non civilisé. Cependant, une loi a été promulguée au Vietnam interdisant aux Vietnamiens d'adopter des pratiques étrangères, et la tradition a perduré. Aux Philippines, un historien espagnol nommé Antonio de Morga a pris des notes sur la façon dont les habitants se présentaient dans son livre intitulé « Événements dans les îles Philippines ». Il a noté qu'ils limaient souvent leurs dents pour les rendre régulières, puis les noircissaient, en commentant que leurs dents étaient bien conservées jusqu'à un âge avancé, mais que cela était laid à regarder. Au Moyen-Orient, la tradition a pris une forme similaire, réalisée à partir de fer et de sulfate de cuivre, de tanins végétaux et d'agents aromatisants. On disait que cette pratique avait été sanctifiée par la fille du prophète et qu'elle était donc profondément ancrée dans la culture islamique. Comme cela était considéré comme un signe de beauté, cette étrange tradition a été adoptée par d'autres, y compris les personnes qui travaillaient dans la rue à l'époque, mais on lui attribuait également des vertus médicinales. En Thaïlande,
le noircissement des dents était une tradition jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Toutefois, cette version impliquait de mâcher du bétel, laissant une tache rouge sur les dents. C'était considéré comme un signe de beauté, même si cela abîmait beaucoup plus les dents de la personne. Des groupes de personnes vivant sur les pentes orientales de l'Himalaya noircissaient leurs dents en utilisant du goudron de bois provenant de certaines plantes ou en mâchant des plantes spécifiques ou des produits à base de plantes. Le noircissement des dents a finalement été interdit par le gouvernement en 1870 et cette étrange tradition est tombée dans l'oubli pour toujours. Numéro 2. Le violon de Commère était un dispositif utilisé au Moyen Âge, principalement en Allemagne et en Autriche, où il était connu sous le nom de viol de cou ou violon de cou. Le modèle original était fabriqué à partir de 2 morceaux de bois articulés, avec un grand trou au centre et 2 petits trous à l'extrémité. Le grand trou était placé autour du cou de la personne, tandis que les plus petits entouraient les poignets, ce qui donnait l'apparence d'un violon en train d'être joué. L'appareil était ensuite refermé à l'aide de charnières et verrouillé en place. Bien qu'il ait parfois été utilisé à d'autres fins, sa fonction principale était de retenir des personnes, généralement des femmes, qui se disputaient entre elles. Dans certains cas, un double violon était utilisé, où les personnes en conflit étaient enfermées face à face, les obligeant ainsi à communiquer entre elles et à résoudre leurs problèmes. Des clochettes étaient parfois attachées à l'appareil pour que les habitants entendent le porteur approcher et aient le temps de se préparer à se moquer du contrevenant. Une fois enfermées, les parties en faute n'étaient libérées que lorsqu'elles étaient parvenues à un accord et consentaient à cesser de se disputer ou semblaient véritablement repentantes. Parfois, les tribunaux imposaient le violon des mégères aux femmes accusées par leur mari de leur faire des reproches incessants. Une punition jugée redondante, car ils devaient quand même rentrer ensemble. Numéro 1. Certaines traditions étranges peuvent être courantes dans certaines parties du monde, mais il y en a qui semblent totalement irrationnelles et carrément insensées. Une telle pratique a été observée à partir de l'année 824 jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, celle des procès d'animaux. À l'époque, certains animaux étaient soumis aux mêmes normes morales que les humains, et leurs transgressions étaient punies de la même manière, comme l'emprisonnement aux côtés des humains et, dans certains cas, le bannissement. Mais la peine n'était pas toujours aussi sévère que de passer du temps en prison. Les rats étaient trouvés dans des maisons qu'ils infestaient et recevaient souvent des lettres au ton très ferme, leur ordonnant de quitter les lieux, car leur présence était considérée comme indésirable. Dans un cas, un âne a reçu une punition sévère pour une transgression inconnue, mais après une audience en appel, sa sentence a été réduite à un léger coup sur la tête. Mais les mammifères n'étaient pas seuls à être traduits en justice. De nombreux témoignages concernent aussi des insectes poursuivis. Dans un cas, une bande de rats a décimé une récolte d'orge dans une province de France. Lorsqu'ils furent traduits en justice, un avocat de renom plaida que les rats étaient trop nombreux pour être rassemblés à temps pour le procès et que leur vie serait en danger imminent car ils étaient constamment surveillés par les chats du voisinage. Un autre cas concerne une invasion de charançons qui avait détruit les récoltes de raisins dans la ville de Saint-Julien, en France, en avril 1687. Après leur condamnation, une lettre de bannissement précisa aux charançons le jour et l'heure de leur départ de la région. Dans la ville de Bâle, en Suisse, un coq fut traduit en justice en 1474 pour le crime odieux et contre nature d'avoir pondu un œuf. Les habitants de la ville considéraient cela comme un acte abominable et supposaient que le coq avait été engendré par Satan lui-même et que l'œuf pouvait contenir un dragon à 2 pattes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. C'était Top 5 Unknowns. À bientôt pour la prochaine vidéo.